Bonjour à tous, bienvenue au e-débat organisé aujourd'hui par le Conseil national des barreaux, au cours duquel nous allons aborder le thème suivant, les audiences filmées. Mesure phare du projet de loi du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti visant à introduire les caméras au sein des prétoires. Cette question de l'introduction des caméras au sein des prétoires suscite des discussions, des questionnements et va animer notre débat. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous indiquer que participeront à ce débat Arnaud de Saint-Rémy, vice-président de la Commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux, Cécile Denré, grand reporter à BFM TV, ainsi que François Landesman, rédacteur en chef et producteur. Je vais laisser chacun d'entre eux se présenter, nous dire quel est son rapport à la justice de manière générale avant de lancer le débat. Quant à moi, je vais quand même me présenter, Evelyne Hanot, élue du CNB à la commission communication institutionnelle, et j'ai le plaisir d'être modératrice au sein de ce débat et de relayer les questions que vous avez déjà commencé à poser sur le chat, et surtout n'hésitez pas. Toutes ne pourront peut-être pas être retranscrites compte tenu de la durée d'une heure, mais n'hésitez pas à les poser sur le chat. Arnaud de Saint-Rémy, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce débat. Et je ne sais pas si vous voyez à quel endroit je me trouve. Je me trouve juste en face du palais de justice. J'ai trouvé que l'endroit pour parler des audiences filmées était intéressant parce que je suis encore à l'extérieur du palais pendant que vous êtes en train de filmer. Mais un beau jour, grâce au projet de loi confiance, peut-être que tout ceci se tiendra à l'intérieur. Je suis donc Arnaud de Saint-Rémy, avocat au barreau de Rouen, ancien bâtonnier de ce barreau de près de 550 avocats, ancien président de la conférence des bâtonniers de Normandie, et puis élu au collège ordinal du Conseil national des barreaux depuis le début de cette mandature, le 1er janvier 2021, et heureux élu, comme on dit. On a du travail et je suis ravi de pouvoir participer à un débat intéressant sur les audiences filmées. Merci Arnaud de Saint-Rémy. Cécile Denré, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, je suis journaliste à la rédaction de BFM TV. J'ai intégré la rédaction en 2006 et je suis tout particulièrement en charge du suivi de l'actualité judiciaire et en particulier de la chronique judiciaire depuis l'année 2014. Donc pour BFM, je suis dans la durée des procès tels que ça a commencé en 2014. Je me souviens très bien du procès de la tempête de Xynthia en particulier. Alors on fait beaucoup de pénal, hein, évidemment, mais c'est aussi le procès de l'affaire DSK, le procès de l'affaire Outreau, le procès de Bernard Tapie, de François Fillon, de Patrick Balkany, de Nicolas Sarkozy, beaucoup de politico-financiers et beaucoup de criminels aussi, avec dernièrement le procès de Nordal Lelandais que j'ai suivi. Et donc, effectivement, mon travail, c'est de raconter à l'antenne ce qu'il se passe derrière les murs du tribunal. Et effectivement, le projet de loi qui vise à filmer les procès changerait complètement la configuration de mon travail. Et c'est pour ça que je suis contente de participer à un débat sur les audiences filmées. Merci Cécile Denré. François Landesman, si vous voulez bien également vous présenter. Bonjour, donc moi je suis journaliste et producteur pour une société qui s'appelle Bonne Compagnie. On produit régulièrement des magazines, des documentaires et des reportages, et j'ai été pas mal confronté au monde de la justice puisqu'on a produit quelques documentaires autour notamment du monde des avocats, sur les défenses d'urgence, sur la conférence du stage, sur les commissions d'office pour France 3 et France 5. Alors évidemment, filmer la justice, filmer les procès, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et participer à ce débat aussi. On l'a déjà fait, il y a un certain nombre de contraintes, et je pense que c'est le lieu de ce débat de pouvoir
avancer autour de ces thématiques-là. Voilà. Merci. Alors, en effet, il convient de rappeler que la mesure des audiences filmées est destinée à rendre confiance dans la justice et à faire connaître aux citoyens finalement le fonctionnement de notre justice. Donc, mesure citoyenne à vocation plutôt de formation, d'information pédagogique. Et pour autant, il peut y avoir des réticences. On nous demande d'ailleurs sur le chat, des questions sont posées, à savoir si en effet le fait de filmer ne serait pas un obstacle finalement à aller devant la justice, de peur d'être filmé, dans quelles conditions, et puis la diffusion, qu'en faisons-nous? Quel est votre avis? Alors, vous avez tous un point de vue un petit peu différent de par vos fonctions. Si vous voulez répondre, à votre avis, est-ce que ça peut être un frein que de filmer ou au contraire, on sait que c'est une demande du public qui n'a pas affaire à la justice de voir notamment les grands procès. Vous l'avez dit, Cécile Denré, je pense que ce sont des choses auxquelles les gens sont attentifs. Est-ce que c'est un frein ou est-ce qu'au contraire, on amènera plus de gens vers la justice? Votre position, si vous avez un ordre de préférence, sinon je change un peu. Je vais commencer par Cécile Denré, puis je referai à chacun sa question. Si je prends pour exemple le procès par exemple de Nordal-Lelandais, on a vu à la barre beaucoup d'ex-compagnes venir témoigner par exemple, et aussi un ex-amant à lui venir témoigner. C'était clairement des témoignages très crus, très intimes, où on leur demandait évidemment de détailler le comportement sexuel de l'accusé, sachant que tout l'enjeu de ce procès-là, c'était de savoir si, alors qu'ils s'en défendaient, cet accusé, il pouvait avoir des attirances sexuelles pour les hommes, notamment, voilà. Il est clair que justement, l'intimité, cette plongée dans l'intimité des témoins, sachant que déjà c'était un procès en présence de beaucoup de médias, était difficile. C'est difficile de déposer à la barre pour parler de ce qui est le plus intime dans nos vies. Et je suis assez convaincue que, bien que la loi pose en préambule que ces procès ne seraient pas diffusés s'il n'y avait pas l'accord de chacune des parties, la possibilité que ça soit diffusé créerait forcément un biais dans les témoignages quand on parle typiquement de ce genre d'affaires. Il y a un autre frein pour moi que je vois majeur à la diffusion des procès, c'est l'hystérie parfois du public. Nous, on est confrontés très régulièrement dans les procès médiatiques et les affaires criminelles à des gens qui viennent au spectacle. Alors, c'est évident qu'il faut que la justice soit rendue publique, mais je pense à un procès comme celui des parents de la petite Fiona. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire criminelle où c'est une petite fille dont on n'a jamais retrouvé le corps. La mère et le beau-père étaient donc renvoyés devant le tribunal. Et vraiment, les gens faisaient la queue dès 5 h du matin, criaient à l'assassin quand le fourgon de l'administration pénitentiaire partait. C'était très impressionnant. Et je n'ose pas imaginer les conséquences d'un engouement public face à un procès comme ça, ou qui viscéralement crée énormément de réactions publiques. Sachant que, on pourrait me rétorquer à ça, que bien sûr, il y aura un délai, sachant que le ministre a fixé aussi pour consigne que la diffusion ne serait possible qu'une fois la décision de justice définitive. Mais encore une fois, dans un procès comme celui de Nordal-Lelandais qui vient d'avoir eu lieu, personne n'a fait appel. 10 jours après, la décision est définitive. Donc 10 jours après, on est encore dans le feu de l'action. Et il peut y avoir vraiment des réactions, pour moi, dangereuses et viscérales. Et c'est très bien que la justice soit rendue publique, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit dédiée à tout le grand public à une très, très large échelle. Merci. Alors, François Landesman, rédacteur en chef producteur, je ne sais pas si vous avez le même avis, mais en effet,
On a, pour rebondir notamment à ce sujet, à ce que dit Madame Cécile Denré, sur le chat, on nous pose la question entre justice et télé-réalité, voyeurisme, et n'est-ce pas au détriment finalement des libertés fondamentales? Quelle est, vous, votre position de rédacteur en chef, producteur? Alors, pour rebondir sur ce que disait Céline, ou Cécile, c'est intéressant, mais il y a deux temps. Il y a le temps de l'information et du rendu d'une vérité judiciaire qui se passe dans la salle du procès. Et puis, il y a l'idée de le filmer qui, je pense, fondamentalement est une bonne idée, mais surtout la destination et l'usage qui va en être fait. Alors, il y a déjà eu des grands procès filmés pour des besoins d'archives. Il y a évidemment, on pense au procès de Nuremberg, mais en France, à Barbie, à Touviers, à Papon. Filmer les procès me semble une très bonne idée. Je n'ai pas encore intégré tout le dispositif qui fait que on pourrait exploiter ces images au-delà du temps judiciaire écoulé pour un usage pédagogique. Ça me paraît indispensable, ça me paraît être la bonne idée. Je pense qu'évidemment, on ne s'inscrit pas du tout dans le temps d'une télé-réalité. Je pense que l'affaire Nordal-Lelandais est assez exceptionnelle de ce point de vue-là, parce que des temps judiciaires aussi courts, je connais pas assez, mais je ne sais pas si ça arrive très, très souvent. Et puis, il y a un deuxième point qui me semble évidemment très important, c'est la manière dont on peut le filmer, parce que dans un procès, tout fait sens. Il y a évidemment les gens qui parlent, les gens qui écoutent, il y a toutes les parties. Et je n'ai pas non plus tout à fait compris dans quelle mesure toute la chaîne de droit à l'image, d'exploitation peut être libérée. Alors ça, c'est un vaste débat, parce que nous, quand on fait des documentaires, c'est lourd, c'est long, c'est des autorisations auprès de toutes les parties, auprès des avocats, auprès du parquet, auprès des juges, auprès des magistrats. Et en général, pour que le procès fasse sens, j'emploie le mot avec des guillemets au sens d'un spectacle pédagogique. Pour donner à comprendre un procès, il faut livrer pas mal d'éléments du procès qui méritent d'être filmés de façon différente et en même temps avec un besoin de pouvoir le filmer. Et cet aspect-là des choses, je ne sais pas comment on le résout aujourd'hui. Effectivement, on a envie de dire il faut attendre que le temps judiciaire soit écoulé. Il y a cette notion de droit à l'oubli qui, sur des images, est-ce que ça fait bon ménage avec une diffusion plus tard? Enfin, voilà, je livre ça. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'il y a pas mal de précautions qui doivent être prises avant de se lancer dans un robinet à images qui serait ce que votre internaute décrit comme une télé-réalité judiciaire, quoi. Oui, merci Monsieur Landesman. En effet, sur le travail de fond réalisé avant ou après l'œuvre pédagogique, vos explications sont très utiles. Alors, Arnaud de Saint-Rémy, peut-être vous avez vous aussi une vision des choses par rapport aux libertés fondamentales et à ces questions des audiences filmées. Est-ce que toutes les audiences doivent être filmées? On nous pose la question sur le chat, notamment sur les audiences qui ne sont pas publiques. Est-ce qu'elles pourront être filmées et est-ce qu'elles pourront être diffusées? C'est un thème que vous avez abordé, Monsieur Landesman, entre l'enregistrement et ensuite la diffusion. Arnaud de Saint-Rémy. Oui, alors on sent bien que dans cette affaire, il y a plusieurs principes qui se télescopent. Il y a un premier principe qui est un principe constitutionnel, la publicité des débats. Depuis très longtemps, depuis la loi des 16 et 24 août 1790, renforcée par la Constitution de 1948, les principes du Code de procédure pénale et puis l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les audiences sont publiques. C'est-à-dire que, par principe, sauf lorsque la loi, les bonnes mœurs, voire l'intérêt des parties est en jeu, et on pense notamment aux mineurs, il y a des publicités à ce moment-là restreintes. On pense également aux affaires de délinquance sexuelle où la victime peut ne pas vouloir que l'audience puisse se tenir en public. Le principe est que les audiences sont publiques. Et donc, on risque depuis très longtemps, et Cécile a raison d'évoquer les crispations du public à l'égard d'un accusé. On a toujours entendu dans les rues, voire même dans les salles d'audience, des à mort l'accusé, ou en tout cas des tensions qui pouvaient conduire un public haineux à l'égard d'une partie,
quelle qu'elle soit, parce que ça peut être également à destination de la victime, qui peut être considérée comme une victime qui ne devrait pas se constituer partie civile. Donc ce premier principe, il a du sens. Le deuxième principe, c'est le droit à l'information. Et que l'on soit journaliste du quotidien, de l'actualité qui en pousse une autre, et journaliste de fond dans la rédaction de documentaires pour l'édification des populations, on a le même souci, c'est l'information légitime du public. Et c'est ce qui, semble-t-il, quand on lit l'exposé des motifs de la loi, avait animé le législateur dans cette volonté de restaurer la confiance du public à l'égard de sa justice. Mieux comprendre la justice, c'est mieux en appréhender les tenants et les aboutissants, comprendre les difficultés au quotidien de juger et donc mieux l'assimiler. Vous savez, loin des yeux, loin du cœur, comme on le dit. Et donc effectivement, si on est loin de sa justice, on a des résultats de sondage qui peuvent être un peu surprenants, de voir qu'on a moins confiance en ses juges qu'en sa police, alors qu'en réalité, les juges sont des personnes, des hommes et des femmes qui sont formés, bien formés, impartiaux, en tout cas qui doivent l'être, et qui doivent juger en fonction des éléments à charge et à décharge sur des éléments de culpabilité ou d'innocence. Et puis, il y a un troisième principe, lui aussi constitutionnel, c'est tout ce qui concerne le respect de la vie privée, la présomption d'innocence, le droit à l'image, et puis un principe qui est en train également de se créer, qu'on appelle le droit à l'oubli. Il pourrait être assez surprenant que l'on puisse trouver des éléments d'un procès 5, 10 ou 15 ans plus tard, même si la loi vient nous dire que tout cela devrait être supprimé au bout de 5 ans. Mais en réalité, on n'a pas une véritable garantie puisque rien ne nous empêche aujourd'hui, tel qu'on le dit à l'instant, que ce qui se dit ici puisse se retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est toute la difficulté. Alors, nous, lorsque l'on a examiné avec beaucoup d'attention le projet de loi Confiance, on s'est rappelé que c'est un débat qui n'est pas nouveau en réalité. La loi a changé à partir de 1954, puisque à partir de 1954, on a considéré que plus aucune caméra, plus aucun photographe, plus aucun film ne pouvait être réalisé d'un procès en cours. Il y avait eu, d'après ce que l'on a indiqué, des débordements au moment de l'affaire Dominici. Bien, aujourd'hui, nous en sommes dans un infini peut-être un peu différent, rouvrir les portes du palais de justice, qui à un moment donné pouvait se considérer comme être un peu fermé, pour justement permettre à ce que l'on puisse fixer un cadre à des situations qui existent, mais hors cadre légal. Je vous donne un exemple. On sait que la loi Badinter de 1985 a permis d'enregistrer sur le plan sonore ou audiovisuel des procès historiques pour conservation des archives historiques de la justice. Donc c'est un cadre, c'est la loi Badinter de 1985 qui a d'ailleurs prévu un dispositif tout à fait original dont ne s'inspire pas véritablement notre nouveau garde des Sceaux, et ça ne concernait que les archives historiques de la justice. Et c'est comme ça qu'effectivement le procès Papon, comme ça que les affaires du sang contaminé, comme ça aussi que les affaires des attentats terroristes de 2015 ont été filmées dans l'intérêt d'une conservation de ces archives, avec une diffusion qui se fera plus tard néanmoins, pas en quasi temps réel. Et toute la difficulté qui a été évoquée par Cécile et par François, ça va être de fixer un cadre pour éviter des débordements liés à ce que Cécile décrivait très bien, c'est-à-dire une haine encore parfois présente et qui risquerait de porter préjudice non seulement aux protagonistes de l'affaire, les parties, mais également aux acteurs de la justice, c'est-à-dire les témoins, les juges, pourquoi pas, et les avocats. Donc, ce que le Conseil national a voulu lorsqu'il a pris une motion le 7 mai dernier en plein débat parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est pouvoir garantir le respect d'un certain nombre de principes essentiels que sont les droits de la défense, la présomption d'innocence, la sécurité des personnes et le droit à l'oubli dont on parlait. Et donc toute la difficulté, ça va être comment
les gens vont pouvoir donner une autorisation lorsque ce ne sont pas des audiences publiques pour être filmés, et puis derrière, comment le cas échéant se rétracter, et puis derrière également toute la difficulté qui consiste à modifier son comportement au moment du procès. Cécile disait de manière très juste qu'il se passe au moment du procès des choses spontanées qui pourront ne plus se passer au moment où l'on sait que l'on est filmé, parce que l'on sait que l'on est filmé. Et on sait également que le président de la juridiction pourra décider de couper lorsqu'il y a des débordements et que le bon déroulement des débats risque de s'en ressentir. Mais qui pourra prendre l'initiative de demander au président, le cas échéant, de stopper la caméra? Le texte ne le dit pas, c'est la police de l'audience. Donc, en fait, cette loi pose plus de questions qu'elle n'en résout véritablement. Merci Arnaud. Est-ce que vous pensez que l'introduction des caméras dans les lieux de justice va modifier la façon dont vous exercez votre métier? J'ai notamment sur l'approche des procès auxquels vous assistez, sur le comportement aussi des parties, alors des avocats pour Arnaud, mais même des parties intervenantes, puisque vous avez tous une expérience d'assister au procès. Nous avons une question qui demande d'ailleurs, est-ce que cela ne va pas modifier le comportement dès lors qu'on sait que les journalistes, ça vise précisément les journalistes, vont pouvoir faire du moindre commentaire qui aura eu lieu dans les débats, finalement tronquer ce qui aura pu se passer ou tirer une simple phrase de ce qui aura pu être dit. Est-ce que l'introduction des caméras change véritablement cela? Et est-ce que ça va changer votre façon d'intervenir? Alors, François, nous allons commencer. Moi, je ne sais pas si je suis le mieux à même pour aborder ça. Encore une fois, je rebondis. Qu'il y ait des caméras est une bonne chose. Moi je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement la donne. Ce qui va changer la donne, c'est l'utilisation qui va en être faite. Et à cette question, je n'ai pas la réponse. Il y a des pays où ça marche très bien. Alors la notion est peut-être différente, notamment aux États-Unis. Mais dans une proximité, dans une volonté de rapprocher le monde de la justice des justiciables, ça me paraît être une bonne chose. Encore une fois, je rebondis sur ce que disait Arnaud. Cette loi, pour moi, pose énormément de questions, à la fois sur la faisabilité technique, parce que vous évoquiez notamment, même quand les débats sont publics, ce n'est pas pour autant qu'on a autorisation de réexploiter l'image d'un avocat, l'image d'un prévenu, l'image d'un juge ou d'un magistrat. Donc, tout ça est encadré dans un texte qui, pour l'instant, ne donne pas les réponses à ça. Moi, avant de pouvoir exploiter l'image d'un procès qui me semble être intéressant pour œuvre pédagogique, je voudrais savoir à quel moment je pourrais les utiliser, dans quelles conditions, et surtout, que faire dès lors que certains des acteurs de ce spectacle, je dis spectacle, ce n'est pas le bon mot, mais de ce procès et de ces débats ne seraient pas d'accord pour être filmés. Voilà. Comment ça va être signifié, par qui, à quel moment? Et ça, j'ai l'impression que ces questions-là ne sont pas, pour moi, résolues aujourd'hui. Merci François. Cécile, est-ce que vous pensez que ça va changer, vous, votre façon d'exercer aujourd'hui? Ça ne changera pas ma façon d'exercer dans l'immédiat, dans le sens où, de toute façon, il y aura toujours un délai entre le moment où ce procès aura lieu et le moment où il sera diffusé. Donc, ce n'est pas comme si je m'adressais en temps réel. Moi, je fais du direct. Je raconte vraiment dans l'instantanéité les audiences. Donc, ce n'est pas comme si je m'adressais à un public. Ça changerait mon comportement si je m'adressais à un public qui avait vu les mêmes images que moi. À ce moment-là, on pourrait effectivement imaginer que mon récit serait modifié. Mais le simple fait de me poser cette question sous-entend que certains imaginent que nous, les journalistes, on biaise notre récit, on est subjectif. Alors, comme tout être humain, on a forcément peut-être une part induite de subjectivité, mais je ne peux pas vous répondre que je vais modifier mon travail parce que d'un coup, tout le monde aura vu avec moi que ce que je raconte n'est pas la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est évident que j'ai l'impression de faire des récits d'audience très fidèles à ce que j'ai ressenti dans une salle, et donc je ne le changerai pas, même en sachant que quelques temps plus tard,
ça sera diffusé et vu par le plus grand nombre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est envisagé dans la façon de filmer les procès, c'est de ne filmer que la personne qui parle. Moi, je fais de plus en plus de procès où il y a tellement de médias qui souhaitent y assister qu'on est parfois relégué en salle de retransmission. Ce qui correspond un peu à ce que déjà peut voir quelqu'un qui verra un film brut du procès en question. Et je peux vous dire que déjà, c'est très frustrant d'être en salle de retransmission parce qu'un procès, c'est pas que la personne qui parle, c'est la réaction de l'accusé dans le box pendant que le témoin dépose. C'est les émotions des parties civiles sur le banc. C'est vraiment c'est une cérémonie, un procès, et c'est dans ce contexte-là, justement, un peu feutré, qu'il émerge parfois des vérités, que ça doit être conservé. Et j'entends la volonté d'éduquer, d'informer, le droit à l'information, mais encore une fois, c'est un droit constitutionnel que de se rendre à l'audience et de venir vivre ce moment-là. Et de toute façon, on peut filmer les audiences, on peut diffuser tant qu'on veut l'audience brute, on ne ressentira jamais exactement ce que c'est que de vivre une audience. Et moi, mon travail, ça sera toujours de donner ça aussi, cette chair-là. Et même si la personne verra le même procès que moi quelques temps plus tard, ça ne sera pas la même chose. Et je continuerai à penser qu'en tant que journaliste judiciaire, j'ai cette valeur ajoutée que d'avoir ressenti des choses à ce moment-là et d'avoir été soucieuse de les rapporter. Et de toute façon, même l'œil d'un réalisateur, j'imagine, dans sa façon de s'approprier la matière qui lui sera confiée, on ne sait pas ce qui sera autorisé, aura forcément aussi une part de subjectivité dans le montage, dans ce qui pourra justement montrer peut-être des visages en contre-plongée, des instants de récit. Parce que si vous voulez, si on est dans ce qui est autorisé aujourd'hui dans le cadre des procès pour filmer pour l'histoire, c'est vraiment de filmer que la personne qui parle. Et c'est extrêmement frustrant. Enfin, c'est pas que ça un procès. C'est beaucoup de choses qui se passent. Et parfois, c'est parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une personne de plus dans la salle, que, par exemple, la mère de l'accusé qui vient, ou son ancienne compagne, c'est ça qui va faire émerger une parole différente. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans un procès. Et je comprends la volonté éducative de vouloir absolument filmer les audiences, mais j'ai beaucoup de réticence par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a d'autres manières d'éduquer à la justice. Et je pense notamment à un programme qui nous est venu du Canada et qui est mis en place à Fontainebleau à titre un peu expérimental, où des élèves de CM2 sont pendant 1 an accompagnés, et ça se fait avec le tribunal judiciaire. Ils sont accompagnés régulièrement à voir des audiences, à parler avec tous les métiers du droit, des greffiers, des avocats. Enfin, il y a plein d'autres façons pour effectivement amener la justice un peu plus proche des gens, parce qu'il y a un défaut de ça, plutôt que de donner l'information brute, même si, effectivement, c'est dans la tendance. Aujourd'hui, on veut du live sur tout. Là, on fait un Facebook Live. On veut du live, on veut de l'info brute, on veut plus d'analyse, plus de récit, plus de ressenti, comme si c'était exactement la même chose que de vivre les choses en réel. Et je trouve que ça n'est pas la même chose. Merci Cécile. Arnaud, est-ce que vous pensez également que ça va changer les comportements? Est-ce que ça peut aussi apporter des garanties à l'audience, éviter des incidents d'audience dont on a eu écho récemment? Est-ce que ça pourrait être du coup un moyen d'avoir une certaine sérénité ou pas? Alors, je vous laisse répondre. Oui, plusieurs choses. Première chose, effectivement, ce qui est très intéressant dans ce débat que nous avons, c'est qu'il fait écho à 2 décisions qui ont été rendues, l'une en 2019 par le Conseil constitutionnel et l'autre le 24 mars 2020 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui avait considéré comme constitutionnelle l'interdiction de filmer. Et notamment, je reprends
un attendu de la chambre criminelle de la Cour de cassation, puisque cette interdiction de tout enregistrement constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires. C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vient de dire là. Est-ce que ces caméras, elles ne vont pas modifier la sérénité et la sincérité des débats judiciaires? Parce qu'effectivement, si on est à la caméra, vous savez, les journalistes le savent bien, quand on fait une interview, on n'est pas tout à fait le même lorsqu'on est face caméra ou lorsqu'on est off the record, comme on dit. Et donc, est-ce que les différents acteurs du procès vont se comporter différemment? On n'a pas, pour le moment, d'expérience. Et on a malheureusement dans le projet de loi une étude d'impact qui est assez réduite sur l'expérience américaine. On la connaît par l'image d'Épinal qu'on peut en avoir, mais l'expérience espagnole, finlandaise, anglaise ou allemande, puisque les caméras peuvent entrer dans certaines conditions très restrictives. Et ce qui me manque, moi, dans cette étude d'impact, c'est l'expérience de nos pays européens qui partagent déjà cette expérience depuis pas mal d'années. Et nous aurions aimé que la loi prévoie une phase d'expérimentation pour affiner ici ou là le dispositif. Ce que l'on sait, c'est que tenir notre avocat, voire même le juge, devant une caméra, ça existe déjà, mais dans une enceinte privée, puisque, vous le savez, pour les procès criminels, les gardes à vue sont filmés avec une petite webcam, et puis les auditions devant le juge d'instruction sont également filmées par une petite webcam. Il y a même des procès qui peuvent être enregistrés de manière sonore uniquement. Est-ce que ça a modifié notre comportement? Oui et non. Non, parce que on sait que ce film ne sera visionné que dans le cadre d'une difficulté procédurale liée aux propos qui ont été tenus et qui ont été retranscrits dans un procès-verbal écrit. Donc, lorsqu'il y a un doute, eh bien, on peut visionner le film et ça peut apporter des éléments de réponse tout à fait intéressants. J'ai l'expérience d'un procès aux assises où on a demandé à la cour d'assises de visionner l'enregistrement fait au cours de l'instruction et ça a éclairé considérablement les jurés. Donc, ça a pu avoir une certaine plus-value. Sauf que là, la difficulté, c'est pas tant que ce sera utilisé par les professionnels, mais que ce sera vu par des non-professionnels. Et donc, toute la difficulté, c'est que pour certains, il y aura peut-être un phénomène de starification. Pour d'autres, on va peut-être avoir au contraire une sorte de difficulté à pouvoir s'exprimer. Je n'ose pas imaginer que ce que disait notre garde des Sceaux à ce sujet, filmer élèvera le niveau, l'avocat plaidera mieux. S'il sait qu'il est filmé, il fera un effort, le magistrat aussi, le procureur aussi, l'expert psychiatre par exemple, le policier également. Bref, pour le garde des Sceaux, filmer, ça améliorera les gens. Je ne suis pas certain. En réalité, ça pourra les tétaniser pour certains, et ils ne s'exprimeront pas spontanément, comme Cécile le disait très justement, et pour d'autres, ça va peut-être les libérer. Il va falloir faire abstraction de la présence de ces caméras pour peu qu'on ait exprimé un accord sur le fait d'être filmé et enregistré. Et moi, c'est ce qui me pose le problème dans ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas d'accord en amont. En réalité, on sait maintenant, à la lecture du texte tel qu'il a été vu en commission des lois et à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas prévu au départ dans le projet initial, c'est qu'il y a une décision qui est prise par les chefs de juridiction. C'est-à-dire que c'est le premier président d'une cour d'appel pour une cour d'assises qui décide que ce procès-là, il pourra donner lieu à un enregistrement sonore et audiovisuel. Sauf que les parties, elles ne sont pas associées à cette décision-là. Alors, je pense que de facto, elles le seront. Et puis, surtout, on devra se préparer à cela. On prépare souvent nos clients que nous accompagnons au fait d'être enregistrés devant le juge d'instruction. Il va falloir aussi les préparer au fait d'être enregistrés et d'être diffusés par ailleurs. Alors on vient vous dire, oui, mais rassurez-vous, si vous n'en êtes pas d'accord, vous pourrez vous rétracter et puis on pourra supprimer tout élément d'identification. Mais pardon, lorsque l'on parle d'un procès qui a été retentissant sur un plan médiatique, qu'on vous floute, qu'on supprime le nom, que sais-je, on pourra tout à fait vous identifier. Donc, autrement dit, c'est un pis-aller ou nous prendre pour des perdreaux de l'année, ce que je ne pense pas que nous sommes.
la difficulté, et François l'a bien perçu, c'est que la diffusion, nous dit le texte, doit être réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée, ni au respect de la présomption d'innocence. C'est une quadrature du cercle. À partir du moment où on vous dit on ne pourra diffuser qu'un procès qui concerne une affaire terminée, comment voulez-vous respecter le principe de la présomption d'innocence, sachant que, rétroactivement, vous savez que la personne a été condamnée? Toute la difficulté va être sur les modalités pratiques de l'enregistrement sonore et audiovisuel. Pour le procès des attentats, je sais que a été mis des moyens considérables, d'ailleurs extrêmement coûteux, mais légitimement coûteux. Je crois qu'il y avait 4 personnes en permanence pendant 2 mois pour filmer le procès. Alors, pour des procès de la justice du quotidien, comment ça se passera? Et puis, effectivement, est-ce que l'on filmera le visage de celui qui intervient? Un peu comme à l'Assemblée nationale, on peut s'inspirer des débats de l'Assemblée nationale, mais aussi qu'on a des plans larges. Est-ce qu'on pourra capter ce que l'avocat dit dans le secret de la confidentialité de ses échanges avec la partie qu'il représente? Nous, ça nous pose un problème. Et en l'état actuel du texte, cette garantie n'est pas assurée. Il n'y a pas, c'est ce que le Conseil national des barreaux avait demandé, à ce qu'il y ait une garantie fondamentale du respect de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client. Or, s'il y a des petites caméras un peu partout, des micros un peu partout, on pourra tout capter. Et donc, quelle est la garantie de ces échanges? Aucun. Est-ce qu'on pourra les effacer rétrospectivement? Bonne question. Est-ce que tout cela sera compatible avec le règlement général de protection des données personnelles? Aucunement. On sait que, par exemple, le projet de loi prévoit que la personne qui est filmée pourra rétracter son accord d'être filmée 15 jours simplement après l'audience. 15 jours, c'est rien. Et si dans 1 mois ou dans 2 ans ou dans 3 ans, j'ai décidé de changer de vie, je suis totalement réinséré professionnellement et je ne veux plus que cette image de moi soit sur les réseaux ou même sur la plateforme officielle qui diffuse, eh bien, comment je ferai pour obtenir le retrait de cela? Ça n'est pas prévu. Et de la même manière, ces extraits qui pourront être captés ici ou là pourront donner lieu à des commentaires sur les réseaux. Alors, nous avons obtenu, ça c'était un souhait du Conseil national des barreaux, que soit prévue une sanction qui n'était pas prévue au départ dans le projet de loi, puisque le fait de diffuser un enregistrement réalisé dans le cadre du projet de loi Confiance sans respecter les conditions de diffusion sera désormais un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Oui, ben, peut-être, mais au bout de combien de temps cette sanction sera prononcée? C'est-à-dire que, est-ce que ça pourrait être une comparution immédiate? Il faudra identifier la personne. Est-ce que je pourrais obtenir de je ne sais quelle plateforme le retrait de cet extrait qui me porte un préjudice? Tout cela n'est pas prévu et ça n'est pas conforme, me semble-t-il, au RGPD qui permet de retirer des choses qui seraient contraires à mon droit à la vie privée, à mon droit à l'oubli. Nous avions souhaité, j'en termine, qu'il y ait une charte éthique, des principes éthiques qui figurent dans la loi. Ça ne figure pas dans la loi et nous sommes renvoyés à un décret d'application sur 2 questions fondamentales. C'est qui va pouvoir enregistrer et filmer? Est-ce que c'est une chaîne d'État? Et donc ça pose toute la question de la politique éditoriale de cette chaîne. Est-ce que c'est une chaîne sous contrat? Est-ce que c'est une chaîne totalement privée? Et puis, pour finir, ça n'empêchera strictement pas tous ceux qui ne font pas partie de cette plateforme officielle, de cette chaîne officielle, de pouvoir continuer, et c'est normal, à pouvoir commenter l'actualité judiciaire. C'est-à-dire que si BFM TV n'est pas sous contrat de l'État pour filmer les procès, et c'est une chaîne concurrente, BFM TV pourra continuer parfaitement à faire le travail qu'il fait au quotidien. Et donc, est-ce que c'était le choix du ministre d'empêcher que ce travail puisse être réalisé? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais en tout état de cause, cette loi, telle qu'elle est conçue, n'empêchera absolument pas les dérives que l'on a pu voir ici ou là sur des commentaires de gens qui ne connaissent absolument rien du dossier et qui se permettent de faire des commentaires d'experts, bien évidemment, sur un procès en cours. Merci. Mais pardon, mais
Je voudrais juste ajouter quelque chose sur cette question même de est-ce que ça va changer les comportements et cette remarque du ministre qui dit peut-être que le magistrat, l'avocat, chaque partie va faire un peu plus attention une fois qu'il sera filmé. Je trouve ça, déjà, ce principe même me dérange dans le sens où ça présumerait que tout le monde, parce que ce n'est pas filmé aujourd'hui, agirait à seulement 10% de la façon dont il devrait le faire. Comme si on avait besoin tous, acteurs d'un procès, le magistrat, l'avocat, le prévenu et même le journaliste, besoin d'une vidéosurveillance pour exercer correctement. Et pour juste finir là-dessus, c'est mon métier d'être face à des caméras tout le temps. Quand en fait, vous êtes tout le temps face à une caméra, au bout d'un moment, vous ne faites plus tellement attention à la caméra. Donc de toute façon, ça pourrait avoir cette vertu voulue les premiers temps, mais ça ne durerait pas. Au bout d'un moment, on oublie la caméra, le procès il se déroule et ça avance. Donc les quelques, entre guillemets, moutons noirs qui auraient besoin de ça pour agir et exercer correctement, je pense que de toute façon, ce biais reviendrait à la fin et ça n'aurait pas cette vertu-là. Et si c'est fait pour cette raison-là, c'est très malsain. Si c'est fait dans la volonté d'informer, là, ça a du sens. Mais si c'est fait pour vérifier que tout le monde fait son travail correctement, à ce moment-là, pourquoi on fait ça à la justice et pas dans les écoles, des caméras à ce moment-là toute la journée, dans une classe non, ça a du sens quand c'est un producteur qui le demande, qu'il y a un travail qui va être fait, qu'on est en train de faire quelque chose qui est destiné à informer, justement, à éduquer. Mais vouloir de manière systématique filmer parce qu'on estime que ce serait une surveillance absolue du travail des uns et des autres, je trouve ça intellectuellement assez dérangeant. Merci Alors, Cécile. Est-ce que François veut peut-être réagir? Pardon, non, peut-être François veut réagir déjà à ce débat-là. Bon, je pose d'autres questions, mais comme il y a eu beaucoup d'échanges, allez-y, je pense, François et Arnaud ensuite. Non, c'est tout à fait juste. La vraie question que Arnaud a posée, et Cécile aussi, c'est je ne crois pas que l'enjeu, ce soit d'aller surveiller la qualité des débats et qu'on puisse ensuite, en tout cas, j'espère que ce n'est pas l'enjeu de filmer ces audiences. Maintenant, la vraie question, c'est qui filme? Parce qu'effectivement, on a l'impression que ça va être en gros une multiplicité de caméras dites de surveillance. Cécile a assez justement posé le hors-champ qui est essentiel. Le hors-champ, c'est tout le non filmé, qui parfois même est du non-verbal, c'est des réactions sur des visages, c'est des étonnements qui sont parfois plus signifiants que la parole même d'un juge ou d'un avocat. Et ça, si on considère qu'on ne va retransmettre que la parole entendue, on va perdre une grande partie de ce qui se joue dans une audience. Donc, à ces questions-là, je renvoie qui filme. Et quand je dis qui, on sait bien que les grands procès, et Arnaud faisait référence au procès des attentats, eh bien, il faut un certain nombre de gens derrière des caméras qui sont susceptibles un tout petit peu, à défaut de connaître parfaitement le monde des audiences, au moins de suivre ce qui s'y passe et de comprendre que peut-être à ce moment-là, il faut plutôt être sur la mer de Nordal-Lelandais que sur Nordal-Lelandais. Ces questions-là, elles ne me semblent pas très résolues, sauf à imaginer qu'à ce moment-là, on filme effectivement tout le temps. Et alors là, ça renforce encore plus les difficultés de savoir, dans ces images-là, au fond, qui on aura le droit de diffuser et qui on n'aura pas le droit. Parce qu'évidemment, on comprend bien que d'un point de vue pratique, si on fait un cadre serré sur les gens qui parlent, c'est entre guillemets plus facilement, on va plus facilement trouver la solution de la chaîne des droits. On va savoir que cette personne-là était d'accord et celle-là pas d'accord. Donc tout ça me semble être pas du tout réglé aujourd'hui. Evelyne, simplement, je voulais juste remercier considérablement ce que Cécile disait parce que c'est très vrai et ça a plus de portée dans la bouche d'un journaliste que la bouche d'un avocat. Merci beaucoup, mais c'est exactement ce que je pensais et je ne voulais pas dire du mal des propos du garde des Sceaux, mais je n'en pense pas totalement du bien, comme vous l'imaginez. Ce que je voulais simplement rajouter à cela, c'est qu'il est prévu dans le projet de loi qui va actuellement être examiné par le Sénat. Donc, c'est intéressant. Il a été déposé sur le bureau du Sénat le 26 mai dernier. Alors, on n'a pas encore de calendrier, mais on pense que ce sera plutôt en septembre de cette année ou peut-être en juillet. Le projet de loi va être réexaminé. Mais il est prévu ceci qui est assez original.
la diffusion sera accompagnée d'éléments de description de l'audience et d'explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. Quand on écoute les débats parlementaires, et notamment en commission des lois ou à l'Assemblée nationale, il était indiqué que finalement, en marge du procès qui serait filmé, alors en continu, on ne le sait pas non plus, et une fois encore François a raison, est-ce que ce seront des extraits, de larges extraits? Mais si on fait des extraits, qui coupe? Pourquoi on coupe? Qu'est-ce qu'on garde? Ça, c'est des vraies questions journalistiques et qui posent vraiment interrogation, hein, on le sait bien. Mais surtout, dans le dispositif, ça voudrait dire que entre chaque diffusion de 1 heure ou 2 du procès, il y aurait un plateau télé où vous aurez des commentateurs, un peu comme un match de foot, où vous auriez le commentateur sportif, voire même un ancien footballeur, donc un ancien avocat ou un ancien magistrat qui vous expliquera, vous voyez ici, la personne qui est en haut à gauche, c'est le procureur général qui va s'exprimer dans un instant en tant qu'avocat général, on ne l'appelle pas procureur général. Bon, vraiment, ce qui pose question, c'est les modalités pratiques de ces enregistrements sonores et audiovisuels, et je ne suis pas du tout certain que ces enregistrements améliorent les choses. Ça peut au contraire les dégrader. En tout état de cause, si incident il y a, et si on veut positiver, parce que Evelyne, tu disais tout à l'heure que filmer, ça va permettre peut-être de capter en direct des incidents d'audience. Ah oui, pourquoi pas, ça arrive, effectivement. Mais en même temps, on sait très bien que le président pourra dire couper. Donc, s'il n'a pas envie qu'il y ait un incident, il pourra très bien dire couper. Ensuite, il fait l'incident. Non, tout ça, j'allais dire, d'abord, ce sont des incidents qui n'arrivent pas tous les jours, fort heureusement. Et puis, quand il y a un incident qui arrive, les avocats peuvent réagir, les parties peuvent réagir, l'avocat général peut également réagir. On l'a vu notamment à Aix-en-Provence, où immédiatement les bâtonniers ont été saisis de la difficulté. Je ne suis pas certain que cette loi améliore les choses. Elle viendra peut-être pointer du doigt certaines dérives qui, fort heureusement, sont exceptionnelles. Merci Arnaud. On a d'ailleurs pas mal de questionnements sur la façon dont pourraient être filmés ces procès. Est-ce qu'il y aurait le droit à l'anonymat? Où seraient les caméras? Devant, derrière? Est-ce que les visages seraient floutés? Est-ce que les voix seraient modifiées? Je ne crois pas qu'en l'état, on ait réponse à toutes ces questions. Alors, sauf à ce que vous ayez une réponse à celle-ci, on parle beaucoup là des procès de nature pénale, hein, les grands procès qui intéressent le public, mais le texte, le projet de loi n'est pas restrictif puisqu'il parle d'intérêt public. Alors, quels pourraient être d'autres procès que vous envisageriez de filmer avec pour objectif toujours de redonner confiance dans l'institution judiciaire et d'avoir une œuvre pédagogique? Alors, je pense au procès plus de nature civile, avec aussi peut-être des difficultés quand il s'agit de la famille ou de mineurs, d'assistance éducative. Est-ce que l'un d'entre vous a un élément de réponse à nous apporter sur quel autre type de procès, à part le pénal, vous pensez qu'il serait bien ou au contraire à exclure d'un enregistrement? Les procès, c'est évidemment pas du tout que les procès au pénal, effectivement, qui sont proposés à être filmés. En fait, il y a effectivement tout ce qui concerne le civil. Et là, on parle à ce moment-là de choses qui sont effectivement même encore plus proches des gens, parce que heureusement, les affaires criminelles ne concernent pas tout le monde. Et ce qui peut être filmé, c'est un conflit de voisinage, c'est un divorce, c'est une infraction au code de la route, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui en comparution immédiate, c'est des stupes, c'est des vols de sac à main. Tout ça peut être évidemment, alors le vol de sac à main c'est pénal en l'occurrence, mais tout ce qui est beaucoup plus intime peut être filmé. Et là, ça pose encore une autre question, parce qu'un divorce, vous allez mettre sur la table vos horaires d'entrée et de sortie du bureau pour aller chercher les enfants à l'école, combien vous gagnez par mois, parce que souvent il est question de pension alimentaire. Je me demande qui va être complètement OK avec l'idée que tout ça sera diffusable. Alors, on peut flouter, on peut masquer les voix, on peut prendre beaucoup de précautions, c'est évident,
Mais encore une fois, j'ai du mal en 2021 à penser qu'on va réussir à diffuser une fois ces images et ensuite que ce sera complètement mis de côté et oublié et qu'on pourra ne plus jamais revoir une deuxième fois une séquence où on donnait son salaire. Alors, si on enlève tous ces éléments-là, ça perd de son intérêt, un divorce, parce que typiquement, si on est dans cette configuration-là, on peut avoir envie de voir comment se passe un autre procès pour voir quels sont les critères que le juge va prendre en charge, en considération pour s'inspirer pour sa propre expérience personnelle. Mais si tous ces éléments-là sont gommés, il y a un moment, il ne reste plus grand-chose dans l'histoire. Si on enlève tout le perso et voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui, effectivement, ne sont pas du tout fixés par la loi à ce stade. On ne sait pas. Effectivement, je comprends les questions. On ne sait pas ce qui pourra être fait. A priori, je pense que l'anonymat complet est évidemment possible, puisque sinon, personne ne donnera jamais son autorisation, je pense, à ce que ce type d'information soit dévoilé. Mais c'est sûr que ça a un aspect éducatif qui est évident, mais encore une fois, ces salles d'audience, elles sont ouvertes. Si on a envie d'assister à ce type de procès, le tribunal est ouvert tous les jours à tout le monde. Là, c'est l'idée d'amener le tribunal dans le quotidien chez les gens. Mais effectivement, ça ne peut pas se faire sans filtre, c'est impossible. Merci Cécile. On nous pose également la question sur un procès à la Cour nationale du droit d'asile. Est-ce que ça pourrait avoir une vertu, une vocation en effet à renseigner le public sur le parcours, comme on les appelle, des migrants, en tout cas des demandeurs d'asile? J'imagine que les mêmes problématiques se posent, mais Arnaud? Oui, ça pourrait tout à fait donner du sens à l'information du public. La question est très bonne. Je pense qu'un nombre considérable de nos concitoyens ignorent totalement le fonctionnement de la CNDA et dans ces conditions, ça peut avoir de l'intérêt, bien sûr, toujours dans cet esprit pédagogique. Ce qui a manqué, je trouve, dans l'esprit de la loi, en tout cas dans le texte de la loi, c'est de définir quel est son objectif. C'est un peu d'ailleurs ce que disait le Conseil d'État lorsqu'il s'est exprimé, il a donné un avis au mois d'avril dernier. Il a indiqué qu'on ne percevait pas très bien quel était l'objectif véritablement du législateur, qui se contente de dire on peut filmer dans l'intérêt du public, enfin dans l'intérêt public. Le lapsus révélateur, c'est est-ce qu'on parle de l'intérêt du public ou l'intérêt public? Bon. Finalement, cette loi, elle a vocation à s'appliquer à toutes les matières. On ne se restreint rien. C'est à la fois les audiences devant les conseils de prud'homme, les audiences devant le tribunal de commerce qui statue en matière de redressement ou de liquidation judiciaire. L'objectif étant de pouvoir permettre à nos concitoyens de pouvoir vivre au quotidien la justice et pouvoir voir véritablement les difficultés qu'elle peut rencontrer, la manière dont elle est rendue. Et l'objectif est louable si c'est celui-là. Sauf que, comme le disent nos intervenants l'un et l'autre, la difficulté, c'est comment garantissons-nous le respect à la vie privée. Moi, je trouve assez surprenant que l'on puisse pouvoir filmer des audiences qui, par définition, ne sont pas publiques, même avec l'assentiment de ceux qui le donneront. On imagine même, vous voyez, demander à un mineur capable de discernement, est-ce que c'est 13 ans ou 9 ans, 15 ans, de donner un avis pour est-ce que tu veux être filmé? Soyons sérieux, il y a des moments où il y a des choses qui ne doivent pas pouvoir être filmées, ou alors dans des conditions qui garantissent un anonymat total. Or, cet anonymat total n'existe pas aujourd'hui. On fait le moindre pas sur la toile, tout le monde le sait. Une fois encore, flouter, la question tout à l'heure avait été posée, rendre les voix méconnaissables, mais quel va être l'intérêt filmographique d'une audience où on ne verra plus les gens, où on entendra à peine les gens, et puis finalement, quelle est la plateforme qui acceptera d'investir des moyens considérables pour finalement un audimat
parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sera peut-être extrêmement réduit. Il suffit de voir le nombre de personnes qui sont connectées sur les débats de l'Assemblée nationale, ils sont pas énormes. Ça en dira peut-être long de la manière dont on filmera les audiences. Moi, je préférerais que l'on s'en tienne à des documentaires qui sont réalisés par des gens de talent, qui perçoivent bien, qui ont bien compris le sens de l'affaire, les tenants et les aboutissants, pour bien évidemment le faire vivre et le faire comprendre en toute objectivité. Et plus on ira dans ce sens-là, plus à ce moment-là, on pourra effectivement faire l'œuvre pédagogique que souhaite le législateur. Mais ça supposerait qu'il y ait systématiquement, pour toutes les audiences que l'on va décider de filmer, des réalisateurs qui ont cet esprit-là. Moi, je n'imagine pas que l'on puisse filmer les audiences telles qu'on filme les débats à l'Assemblée nationale, qui parfois sont non seulement très longs, mais parfois extrêmement ennuyeux. Il faudra faire comprendre et faire vivre tout cela, tout en respectant, c'est une chose qui me paraît absolument fondamentale, c'est vraiment la liberté individuelle des personnes, la sécurité de ces personnes-là, et puis le sacro-saint droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on va accepter que le divorce qu'on a accepté de voir filmer à un moment donné, il puisse encore être visionnable dans 3 ou 4 ou 5 ans? Je ne suis pas certain. Merci Arnaud, je vais être obligée de t'interrompre. Peut-être François, un dernier mot, parce que nous allons bientôt conclure, notamment, voilà, si vous voulez ajouter un dernier mot, mais c'est vrai que là, par exemple, la Cour nationale de droit d'asile, ça fait plus penser à quelque chose du long métrage que… Non, moi à ce que dit Arnaud, c'est encore une fois qui filme et dans quel usage. Ça me paraît une très bonne idée de filmer ce qui peut se passer à la Cour de droit d'asile, mais ça renvoie au débat qu'on a et qui soulève autant de questions et sans réponse, qui font qu'on saisit bien que le texte, il n'est peut-être pas encore abouti ou il a trop d'interrogations. S'il faut des réalisateurs derrière chaque tournage, qui pourrait être une bonne chose, ça renvoie alors là à des décisions politiques, économiques, de où c'est diffusé, comment, qui paye, parce que ça coûte assez cher finalement, qui décide du montage, qui a le final cut sur le montage. On rentre dans une chaîne de décision éditoriale qui doit être, pour le coup, dans une garantie de liberté et d'indépendance pour que cette valeur pédagogique, elle soit en permanence au centre du débat. Et ça, encore une fois, moi, je suis désolé de devoir poser autant de questions et d'apporter si peu de réponses. Je ne sais pas comment ça peut être fait. Je vous remercie. Je vais clôturer ce débat. Je vais vous remercier tous de vos interventions et de vos richesses d'interventions et d'expériences rapportées. Le débat n'est pas clos. Le projet de loi n'est en effet pas abouti au vu des nombreuses questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Et j'ai envie de dire que finalement, la caméra qui voulait que le justiciable soit plus proche de sa justice pose la question de la déshumanisation finalement, puisque les impressions d'audience, elles se trouvent en audience aussi au sein des palais de justice avec une vision globale, ce qui a été dit par les uns et par les autres. Et pour reprendre une des questions indiquées par Cécile, comment éduquer à la justice? Alors, il est vrai que les avocats s'y emploient aussi en intervenant régulièrement au sein des collèges et des lycées. C'est aussi une manière probablement moins connue et moins populaire, mais il y a aussi d'autres façons de faire. Je vous remercie beaucoup et je rappelle simplement que ce e-débat va être retransmis sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'auront pas pu le poursuivre en direct. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.